Bonjour à tous, je suis Kevin Minier. Aujourd'hui, je vous invite à écouter ce podcast avec Joël Collin-Demers. Ça a été un super de bel épisode. On a discuté pendant environ, je dirais 50 minutes. Puis personnellement, j'ai appris énormément à discuter avec Joël. Joël, pour vous l'introduire en quelques lignes, est un expert des chaînes d'approvisionnement numérique. Donc vraiment un expert en implantation de logiciels d'approvisionnement. Il y a beaucoup d'expérience, il y a plus de 20 implantations sous la ceinture. Donc, vous allez voir, il y a beaucoup de connaissances dans Joël. Et puis, aussi, c'est quelqu'un qui est très présent sur les médias sociaux, notamment sur LinkedIn. Je vous invite à aller le suivre à ces endroits-là. Mais sinon, pour le podcast, vous allez voir, on parle, comme je disais, pendant une cinquantaine de minutes. On va toucher des sujets, par exemple, donc les problèmes les plus communs qu'on voit dans l'industrie. C'est où, auprès des équipes, auprès des processus. Savoir aussi, est-ce que les PME au Québec peuvent s'inspirer des grandes entreprises? Qu'est-ce que les grandes entreprises font bien qu'on pourrait aller mettre en application auprès des PME. Puis, comment on prépare un département d'approvisionnement. Donc, comment on prépare notre équipe au changement qui s'en vient lorsqu'on parle d'implantation de technologie, changement de processus. Donc, je ne vous en dis pas plus. Je vous invite à écouter l'épisode, partager vos commentaires, poser vos questions. Et sur ça, bonne écoute. Salut Joël, bienvenue sur le podcast. Comment est-ce que tu vas? Ah, ça va très bien. Merci de m'inviter. C'est bien gentil. Ça fait plaisir. Puis dans le fond, là, Joël, tu es une figure active sur LinkedIn. Tu as un blog aussi, puis où est-ce que tu vas parler principalement de l'approvisionnement. Puis j'ai quelques lignes que je crois que tu as probablement écrites toi-même, là, à voir si c'était pas toi, tu pourrais me le préciser. Mais ça décrirait à haut niveau, en fait, qu'est-ce que tu fais actuellement au niveau professionnel. Puis je te laisserai après ça là, renchérir, racheter des détails un peu là, à ces phrases-là. Puis j'ai traduit, dans le fond, ça partait de points anglais. Donc, je veux juste pour le mentionner, c'est une traduction, mais les points vont comme suit. Il est difficile de bien mettre en œuvre les systèmes d'approvisionnement. Il est encore plus difficile d'intégrer plusieurs systèmes d'achat différents. Marier vos systèmes avec vos processus et votre personnel est un enjeu encore plus important. Ainsi, je décompose la complexité pour que vous tiriez la meilleure partie de vos systèmes source to pay. Donc, Joël, en gros, tu es un expert des technologies des chaînes d'approvisionnement, mais tu vas plus loin que ça aussi. Là, on pourra en parler, je suis certain. Peux-tu nous expliquer en gros qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, puis comment tu t'es rendu là? Fait qu'une introduction, un portrait de toi-même, si on veut. Oui, absolument. Puis c'est une bonne traduction. Là. Essentiellement, c'est ça. J'essaie de me positionner à l'intersection de la technologie pour supporter les approvisionnements et les processus, la fonction d'approvisionnement. Ça fait 13 ans là, que j'œuvre dans ce milieu-là. J'ai fait un bac en administration des affaires avec spécialisation en technologie de l'information. J'ai passé un 7 ans chez IBM Canada à faire de l'implantation de systèmes informatiques pour supporter les approvisionnements, notamment SAP et Ariba. Puis, ça fait 5 ans là, que j'ai parti ma propre firme. Quand je dis ma firme, c'est moi, là, en solo, pour accompagner justement les entreprises pour répondre à cette question qui est comment je supporte mes processus d'approvisionnement de la meilleure façon avec les systèmes qui sont disponibles sur le marché. Puis, je voulais vraiment toucher à beaucoup plus de différents systèmes, avoir plus de systèmes dans ma boîte à outils. Là. Puis, c'est ce que je fais jour le jour avec des clients, des organisations grandes et moyennes, québécoises et canadiennes majoritairement, qui est de s'asseoir avec eux puis de les rencontrer où ils sont rendus dans leur maturité. Donc, soit au début, là, vraiment, on fait tout manuellement, on n'a pas vraiment de système, on a un ERP qu'on n'utilise peut-être pas au mieux du possible. Puis de regarder, OK, où sont les opportunités d'amélioration, les opportunités de bénéfices aussi, là, si on investit dans de la technologie pour supporter les processus d'approvisionnement, que ce soit au tout début de la chaîne sur un cube de dépenses, puis d'avoir une bonne visibilité sur nos dépenses, puis de descendre en dire la gestion des appels d'offres, la gestion de la contractualisation, le procure to pay, là, tout ce qui est les achats transactionnels, de faire une réquisition, des approbations, couper des commandes d'achat, envoyer les commandes d'achat, faire des réceptions de marchandises, puis recevoir les factures, gérer les exceptions, procéder au paiement. Fait que vraiment toute la chaîne d'approvisionnement stratégique, aussi d'achat transactionnel jour le jour. Là.
Fait que c'est vraiment de dire, ben, selon vos objectifs d'affaires, vos objectifs en approvisionnement, qu'est-ce qu'on a besoin de venir mettre en place comme outillage pour, comme tu l'as dit au début, marier les processus d'affaires avec la technologie pour avoir le meilleur résultat possible. Ah ben c'est une excellente intro, puis t'as vraiment un beau background, puis je me demandais un peu qu'est-ce qui t'a peut-être amené à te rendre, parce que tu as commencé avec un background en fait gestion, administration des affaires, avec comment dire, une spécialisation IT. Pourquoi la pro? Est-ce que c'est un addon un peu que tu es tombé sur l'approvisionnement? Parce qu'on a beaucoup de discussions avec des professionnels d'approvisionnement, puis on dirait que souvent, c'est un peu un addon. Je suis tombé, j'ai fait un premier travail qui était lié aux approvisionnements, puis j'ai adoré. En tant que, les professionnels d'approvisionnement nous disent souvent que ça, pour eux, ça touche à plein de skills différents dans un même poste. Fait que tu vois un peu de tout à travers une business, fait que c'est vraiment super stimulant. Toi, c'est quoi ton histoire un peu? Ben, tu sais, quand je implanté les systèmes d'information pour les approvisionnements, ça, c'est de la TI, puis c'est une fonction de support aussi. Les appros, c'est une fonction de support. Puis effectivement, moi, dès le début, le premier système que j'ai implanté, c'était un système d'appro. Fait que TI et appro, les deux, c'est mon genre de monde, on va dire comme ça. Là. Fait que c'est vraiment résolution de problèmes, esprit critique, maximisation de valeur. Là, on pense toujours à ça en TI et en appro. Fait que pour moi, je voyais juste je voyais les appros. Je pense que c'était aussi comme de parler à propos de comment on va bien dépenser notre argent à chaque jour. Là, ça résonne avec moi d'un point de vue personnel aussi. Fait que, c'est des conversations que ça ne me dérange pas d'avoir à répétition dans différents contextes, différentes industries, différentes compagnies. Puis je trouve ça super stimulant. Là. Fait que, c'était vraiment juste la question, qu'est-ce que je trouve le plus intéressant dans les options qui sont en avant de moi. Puis la réponse était TI, Appro, puis ça continue de l'être aujourd'hui. Ça fait que c'est. J'ai fait un choix conscient, mais je suis tombé dedans un peu aussi pour réutiliser ton expression, dans le sens où je voyais qu'il y avait un besoin. Là, fait que, c'est souvent ça. C'est quoi? Où sont tes habiletés? Où sont tes intérêts? Puis où est-ce que le marché a un besoin? Puis quand tu trouves quelque chose qui est dans le milieu de ces trois cercles-là, ben, fonce. Oui, ben, c'est super que tu aies pu trouver, là, justement. Des fois, c'est toujours facile de trouver la combinaison des trois, puis quelque chose aussi qui va nous amener, si on veut, là, une réussite là, dans la société d'aujourd'hui. Tantôt, en fait, tu as fait un descriptif, la fonction d'approvisionnement, assez en détail quand même. Puis, je sais que tu as fait, là, tu es peut-être rendu au-dessus de 20 implémentations là, de systèmes, peut-être un peu moins, un peu plus, tu vas pouvoir là, me corriger, dans différentes industries. C'est quoi à ton expérience, qu'est-ce que tu as vu comme étant les problématiques les plus communes peu importe l'industrie, je dirais en général, qu'est-ce que les entreprises font mal avec le service approvisionnement? Ouais, puis je pense que c'est pas qu'ils font mal, mais c'est que c'est qu'on a une difficulté de compréhension ou de communication envers les autres parties prenantes de l'entreprise, d'après moi, là, pour expliquer et bien faire comprendre le concept de maximiser la valeur à travers les approvisionnements versus juste minimiser le prix ou le coût payé pour un bien ou un service. Fait que la valeur, ça peut être aller chercher des assurances pour se prévaloir de sécurité puis de minimisation de risque dans le futur. C'est de négocier les bons incoterms pour qu'on prenne vraiment la marchandise, la possession de la marchandise à la bonne place dans la chaîne de logistique, avoir du service après-vente, regarder vraiment le coût total d'acquisition et de maintenance, de maintien d'un bien. Et puis, je trouve qu'on a toujours de la difficulté aujourd'hui à faire comprendre au reste de l'organisation c'est quoi la valeur des approvisionnements. Fait que, ça, je le vois un peu partout. Puis le deuxième, ben, c'est quand on réussit à convaincre notre organisation de ce levier de valeur-là qu'est l'approvisionnement, ben, la difficulté qu'on a dans l'implantation, c'est les points d'intégration. Puis quand je dis un point d'intégration, c'est quand il y a des tâches d'un processus d'approvisionnement ou d'achat qui passent d'un acteur à un autre. Donc, notamment, je pourrais utiliser l'exemple d'un acheteur où le défi, c'est d'avoir des bons requis d'affaires, une réquisition de haute qualité pour que je sois capable d'aller acheter
ce que le requérant veut, de passer une commande que le fournisseur va comprendre, que ça va être cohérent, il y a les bons dessins, par exemple, si je veux faire manufacturer une pièce. Fait que, tout ce qui est point d'intégration entre les différents intervenants du processus, c'est un gros défi, peu importe à quel niveau de maturité on se trouve en tant qu'organisation. C'est super intéressant. J'ai comme un peu stické sur l'aspect point d'intégration. Tu sais, on le voit beaucoup au niveau de la communication entre les différentes parties prenantes. Il y a beaucoup de lacunes au niveau de la communication. Puis comme tu donnes l'exemple d'une réquisition, c'est une qui revient constamment. Une réquisition peut arriver dans différentes formes, puis aussi dans différentes comment dire, différentes formes, puis dans différents moments. On a eu un exemple typique de ça arrive quand je suis à la cafétéria, quand je croise l'acheteur dans le corridor, j'ai un post-it sur ma porte, ça rentre dans notre form, dans notre formulaire qu'on a mis en place pour ça, mais c'est 5% du temps, sinon c'est un peu partout. Puis là, après ça, le requérant me revient dans 2 semaines, puis hey, c'est rendu où finalement? T'as-tu acheté ma paire de bottes? La paire de bottes? Ben oui, je te l'ai dit l'autre jour à la cafétéria. C'est comme. Ouais. Oui, puis ça demeure, pas juste en petite entreprise, mais en grande entreprise, ce point d'intégration-là spécifique demeure un défi. Puis la solution à ça, c'est vraiment de devenir très intime avec toutes les différentes catégories d'achat qu'on a en entreprise. Fait que d'avoir une vraiment bonne compréhension de notre profil d'achat. Quand je dis une catégorie d'achat, c'est-tu des pièces de rechange, des équipements de sécurité, comme tu l'as mentionné, des services, des fournitures de bureau, parce que toutes les différentes catégories vont avoir différentes caractéristiques qui sont requises à l'achat. Puis si on est capable de les identifier, après ça, je suis capable de justement, peu importe mon système que j'utilise, ça peut être un Webform, un Microsoft Form, là, mais si j'en ai qui sont spécifiques par catégorie, je suis capable d'aller chercher cette information-là du requérant qui, lui, ne le sait peut-être même pas que ça va aller plus vite ou qu'il a besoin de ça pour commander. Si lui, il parlait avec le fournisseur lui reviendrait pour lui poser des questions. Fait que, si on peut proactivement se poser la question, qu'est-ce que j'ai besoin comme information pour être capable de faire un achat one touch, là, que j'appelle, avec un toucher, c'est que je vais chercher ces caractéristiques-là dès le début. Je tire les verres du nez au requérant au début, puis après, on est capable d'enlever les enjeux par rapport à cette communication-là que tu mentionnes. Ouais, c'est bon, ça a amené de l'efficacité, puis ça impacte tout le monde au final. Là. Clairement que la réquisition est mal faite. Après, c'est des questions de plus, c'est du temps qu'on perd, c'est ça peut être aussi un élément des retards de projet. Des retards, c'est ça, tu sais. On parle d'une paire de bottes, mais des fois, ça peut être une pièce critique là, qu'on n'avait pas planifiée là, dans le BOM initial. Par rapport à ça, on parle de retard de projet. Ça m'amène un peu à une autre question qui serait au niveau, on parle de problématiques, puis souvent, les problématiques, tu parles un peu de root cause, là, des causes racines, mais c'est quoi les impacts les plus communs qu'on peut voir en termes un peu d'immaturité ou de manque de maturité technologique dans les entreprises, puis aussi au niveau des processus, parce qu'on parle tantôt, on parle le même exemple au niveau des réquisitions. On peut avoir un système pour faire des réquisitions qui centraliserait le tout, qui l'optimiserait, mais si le processus n'est pas en place, comme on doit prendre le système pour les faire, on n'avance à rien. Fait que ce serait quoi les impacts communs liés à l'immaturité dans ces deux sphères-là? Oui, je pense que pour faire du push sur ce qu'on vient de discuter au niveau des points d'intégration, c'est que ces points d'intégration-là sont plus difficiles, qui ont besoin de l'aide, puis on a de la compensation manuelle du back and forth pour venir pallier à ça. Je peux donner un exemple encore concret là, sur les données maîtresses. Là. Fait que, si justement tu fais tes réquisitions dans un système, si tout le monde n'utilise pas, par exemple, le champ numéro de pièce manufacturier dans la pièce de la même façon. On met pas vraiment des numéros de pièces manufacturiers, on met des numéros de pièces de fournisseurs ou on met des notes. L'information n'est pas bien gouvernée, on va le dire comme ça. C'est des choses qui viennent réaliser cette inefficacité-là au niveau des points d'intégration. Si on ne peut pas se fier à la donnée, mais là, ça crée des questionnements. Fait que, c'est vraiment c'est un tout. Puis l'impact final de ça, parce que ça a un impact de premier ordre, mais si je regarde l'impact final, il y en a deux. On ne va pas chercher l'efficacité opérationnelle qu'on souhaite avoir avec un système ou un processus. Donc, on ne réalise pas les économies reliées à ça non plus. Que ce soit des économies
qu'on veut aller chercher à l'externe en prenant le temps de proactivement négocier avec un fournisseur, par exemple, mettre un contrat en place, ou parce qu'on a besoin de beaucoup plus de monde qu'on aurait besoin si on était plus efficace pour faire rouler ce processus d'approvisionnement-là. Super intéressant. Puis, dernier point que tu as mentionné au niveau de la main-d'œuvre, ça m'amène un peu à parler de la main-d'œuvre rapidement. Est-ce que tu as remarqué par moment dans tes expériences, on parle d'enjeux de main-d'œuvre de plus en plus là, dans notre monde. Est-ce que tu as vu de ton côté des impacts réels que des employés vont quitter parce que les processus en place, c'est des tâches super cléricales, il y a très peu de valeur ajoutée dans leur travail, fait qu'ils sont un peu tannés de faire cette job-là répétitive, ils sont tannés d'éteindre des feux, de ne pas travailler de manière stratégique. Mais aussi, comme tu dis, ça prend plus de monde pour faire la même tâche parce qu'on n'est pas optimisé. Est-ce que c'est des points que tu as vus et que tu peux t'exprimer un peu sur ça? Oui, non, absolument. Puis je te dirais que en descendant les générations vers les gens plus jeunes, tu as une patience qui est de moins en moins élevée par rapport à justement ce genre de choses-là où on dit pourquoi tu me demandes de faire X, Y, Z manuellement alors que avec un système assez de base qui coûte pas cher, puis si on se donne des processus, on serait capable de passer beaucoup moins de temps à faire ça. Fait que, puis je l'ai vu là, des gens qui ont quitté des emplois pour ce genre de choses parce que ça évoluait pas assez vite, on s'optimisait pas assez vite. Là. Fait que je pense que oui, c'est définitivement quelque chose auquel il faut être sensible puis auquel les employés sont sensibles. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on cultive ce que j'appelle notre littératie digitale, là, donc ce qui est possible de faire, l'art du possible avec des outils, puis qu'on met ces choses-là en place, il y a vraiment deux catégories à part d'organisation. Tu as ceux qui sont encore dans ce que je vais appeler l'âge de pierre, là, où ils font beaucoup de choses manuellement, là, puis ils ont une roue carrée, puis j'ai pas le temps de te parler, je suis en train de rouler ma roue carrée. Là. Toi, tu leur dis, j'ai une roue ronde ici. Là, puis tu as les autres organisations qui sont vraiment dans une autre classe à part. Comme je parlais avec quelqu'un aujourd'hui qui ont implanté Zip, puis il y en a d'autres outils comme ça, là, Zip, Tankian, Focal Point, qui sont des outils plus de gestion de workflow, là, de flux de travail, qui avec 3 personnes dans leur département d'appro sont capables de rouler. Leur record, c'est 74 nouveaux ou renouvellements de contrats dans un mois. Ça, c'est fou. Là, c'est quand même très, très, très productif. Puis, tu as d'autres organisations où c'est 3, peut-être 4 par mois. Là, fait que c'est vraiment possible d'être dans une classe complètement à part au niveau des appros. Si on a une bonne visibilité, une bonne vision par rapport à c'est quoi nos objectifs, où est-ce qu'on veut aller, puis on met la technologie en place pour les atteindre. Ouais, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, comme tu dis, tu parles un peu le gap entre. Il y a ceux qui ont la roue carrée, puis il y a ceux qui sont sur une roue ronde qui est connectée sur un moteur de 150 HP, mettons, là, qui roule extrêmement vite. Puis, ça revient un peu. On voit beaucoup, des fois, le manque d'alignement entre un peu l'équipe de direction, tu sais, l'exécutif, puis qui ont la misère un peu à prendre les objectifs d'entreprise, puis les amener du côté opérationnel pour que tout fonctionne. Puis je sais que tu en as déjà parlé dans d'autres podcasts, dans tes publications aussi, comment c'est important que l'approvisionnement s'aligne avec les objectifs de l'entreprise au final. Oui. Puis on voit beaucoup de désaxements à parler avec les départements d'appro. Ouais, puis la seule chose que je dirais par rapport à ça, c'est que on a souvent le blâme facile pour nos exécutifs, là, dans le sens où pourquoi est-ce qu'on ne fait pas X, Y, Z, ils devraient le savoir. Mais la meilleure personne qui le sait, c'est les gens justement dans les opérations. Fait que, ça fait partie un peu de la littératie digitale que je pense. Il y a une portion qui est aussi comment compter des histoires, comment monter des business cases, là, puis d'être capable de communiquer avec nos exécutifs, là, de bien comprendre les objectifs d'entreprise. Puis là, on nous cascade potentiellement des objectifs d'économie négociés à aller chercher au niveau des appros. OK, parfait, mais là, quand je prends ça, puis je l'amène à un autre niveau, j'ai besoin de quelles compétences d'affaires pour être capable de réaliser ces objectifs-là? J'ai-tu besoin d'aller chercher des confirmations de façon automatique? J'ai-tu besoin de rouler un certain nombre d'événements d'appel d'offres ou d'événements contractuels par année? Puis si j'ai besoin de ces compétences-là, qu'est-ce que j'ai besoin comme personne, puis comme outillage, comme processus pour me permettre d'avoir ces capacités d'affaires-là? Puis là, tu peux commencer à remonter la chaîne, là, parce que tu veux
Là, tu peux revenir, compter ton histoire pour adapter ton message, puis dire, ben, nous autres, on veut de l'argent pour implanter telle technologie parce qu'on veut développer telle capacité d'affaires pour qu'on soit capable de rejoindre l'objectif de l'exécutif et ultimement de l'entreprise. Fait qu'il faut, en tant qu'approvisionnement, prendre sur nous pour dire, pour faire notre vente. Je dis souvent, si tu travailles en approvisionnement, tu travailles en vente, là, dans le sens où il faut quand même vendre sa salade pour être bien outillé. C'est sûr que tu peux avoir des exécutifs exceptionnels qui sont plugués sur les appros, qui le comprennent, puis que l'histoire est plus facile à compter qu'avec d'autres, mais je pense qu'on a ce fardeau-là là, aujourd'hui en tant que fonction appro là, de devoir faire ça si on veut arriver à nos fins digitales. Ouais, non, c'est un bon exemple. Puis quand tu t'expliques un peu la partie de découler l'objectif puis l'amener à qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, c'est un peu un des concepts là, assez connus, les OKR, là, qu'on voit. Il y a moyen de prendre l'objectif de la compagnie puis l'amener au niveau départemental puis regarder c'est quoi maintenant, ça va être quoi les actions qu'on va prendre concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'équipe, mettre en place pour aider l'objectif. Puis là, c'est comme tu dis, ça bâtit un business case très solide puis il faut être proactif. Là, si je retiens bien qu'est-ce que ça amène, c'est ne peut pas tout blâmer sur la vision, c'est pas clair la vision qu'on veut prendre, mais il faut prendre notre part aux appros aussi. Et pour les gens qui ne savent pas c'est quoi un OKR, veux-tu le définir? Oui, exactement. Donc, Objective Key Result, je vous invite là, à aller lire le livre Measure What Matters qui explique assez bien tout le fonctionnement des OKR qui sont utilisés dans les grandes boîtes. Là. Mais en gros, on part d'un objectif. Puis à partir de l'objectif, ça peut être un objectif. On peut le découler en grand, là, comme on part de l'objectif de la compagnie. On peut l'avoir départemental aussi, mais en gros, typiquement, grand objectif de compagnie qu'on découle en key result, donc des micro-objectifs. Et puis, on peut après ça associer les initiatives qu'on va faire pour atteindre nos micro-objectifs qui vont être liés à l'objectif final de la compagnie. Fait que ça permet là, de partir de quelque chose de gros puis de le ramener à nous plus petits pour avoir de quoi d'actionable puis qu'on peut agir dessus là, directement. Et pour moi, il faut que ces micro-objectifs-là soient mesurables. Fait que si on dit on a un objectif d'innovation, puis c'est super dans les nuages, là, ben, c'est de dire OK, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut-tu dire qu'on va rouler 5 événements d'un tel type cette année, puis qu'on veut sortir un tel nombre d'idées, ou c'est vraiment d'aller mettre des chiffres concrets qu'on veut rejoindre. Oui, ça amène aussi, on voit de plus en plus, data-driven, être capable d'avoir de la visibilité sur ça. Puis, quand on parle, là, justement, ça me faisait penser un peu au point d'intégration que tu mentionnais. Tu rentres dans les entreprises, comme tu mentionnais, à différents stades. Tu vas les assister selon leur contexte actuel. Chaque fois, c'est un peu de faire, j'imagine, un audit, de comprendre où est-ce qu'on doit intervenir. Mais en gros, avant même ça, comment les entreprises peuvent identifier eux-mêmes pour dire hey, on a un problème ou je sens qu'on peut s'améliorer. As-tu un peu des cas d'études pour nous donner, des gens de contact généralement, comment ils tombent sur toi, pourquoi ils t'appellent? Puis l'idée ici, c'est de comprendre comment une entreprise peut se faire une introspection et dire je pense que je pourrais améliorer la pro. Est-ce qu'il y a des gros red flags qui sont allumés tout le temps ou des fois c'est plus subtil, mettons? Oui. Puis généralement, quand les gens m'appellent, c'est parce qu'il y a un enjeu ou il y a un gros projet, ou il y a une transformation à faire, puis ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Puis moi, utiliser les mêmes outils que moi j'utiliserais, c'est ce que je vous recommanderais. Puis une des choses que j'utilise justement pour faire ce portrait-là de la situation actuelle, puis de où on veut s'en aller, c'est tout ce qui est la gestion par processus d'affaires ou les hiérarchies de processus d'affaires. Pensez-y comme une liste hiérarchique là, avec différents 2 ou 3 niveaux où vous avez vraiment le catalogue de vos processus d'affaires d'approvisionnement. Au début, on a catégorisé certaines grandes familles, l'analyse de la dépense, établir des stratégies de catégorie, la gestion des appels d'offres, la gestion contractuelle, les achats, la gestion de la relation et de la performance fournisseur. Si tu commences avec ces piliers-là, venez mettre en dessous tout ce que vous faites aujourd'hui en termes de processus. On fait, dans la gestion des appels d'offres, on fait de la recherche de soumissions, ce que j'appelle tactique, là, ou le 3 bids in a buy, aller chercher 3 soumissions. On fait des appels d'offres stratégiques. Dans de la gestion contractuelle, on fait des nouveaux contrats, on fait des contrats de services, des contrats de biens, on fait du renouvellement. Dans les achats, on fait des achats catalogues, des achats inventoriés, non inventoriés, de services. Juste de venir un peu faire le portrait côté processus d'affaires. Qu'est-ce qu'on fait
dans le jour avec tous nos gens dans notre fonction d'appro. Puis après, ben, c'est tout dépendant dans quelle région, dans quel processus ou grande famille de processus on veut aller explorer. Là, on va aller faire un double clic comme si on était sur Google Maps. Ben, tu vas aller modéliser les processus qui ont été mis dans ta hiérarchie de processus d'affaires. Donc, si on fait un achat catalogue, OK, ben, mettons les intervenants dans une salle pendant quelques heures, puis on va marcher à travers le processus. Tu sais. Toi, monsieur le requérant, tu crées ta réquisition. OK, qu'est-ce que tu mets là-dedans? As-tu un exemple? OK. Après ça, ça passe à qui? Là, puis en faisant le processus d'un point de vue théorique, puis en faisant une modélisation, puis il y a plusieurs façons de le faire. Là. Tu peux le faire dans Visio, dans PowerPoint. Justement, sur mon blog, je trouve une façon de le faire avec PowerPoint parce que je trouve que c'est l'outil avec les plus basses barrières à l'entrée pour faire ce genre d'exercice. Faites l'exercice, passez au travers du processus manuellement, puis juste en faisant ça, vous allez voir, ah, ouais, mais attends, pourquoi toi tu fais ça? Oui, mais je pensais pas que c'était comme ça. Ah, OK, ça accroche là. Puis là, on identifie les points d'optimisation possibles en faisant cet exercice-là. Souvent, c'est pas ce qu'on pensait que c'était au début à haut niveau. Fait qu'en faisant ça, ben là, on est capable aussi de se dire, OK, ben si on avait à mettre soit optimiser juste le processus avec ce qu'on a déjà comme technologie ou venir appliquer une technologie pour optimiser ce processus-là plus loin aussi, ben, à quoi le nouveau processus va ressembler. Puis c'est là où on rentre dans du design applicatif aussi, là, avec le processus d'affaires au cœur de tout ce qu'on fait. Oui, c'est ça. Fait que c'est une grosse exercice qui t'amène à avoir une grosse introspection de vraiment voir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Puis, comme tu dis, le séparer par catégorie. Puis, par catégorie, tu vas avoir des processus là-dedans. Puis, tu impliques les bons intervenants. Puis, je ne sais plus si où j'avais vu ou discuté là, de ça. Mais je pense que c'était même avec toi, en fait, même via LinkedIn, par rapport à d'impliquer les bonnes personnes lorsqu'on va faire des projets d'amélioration, d'assurer que le requérant soit dans la salle quand on va en discuter ou qu'il soit du moins au courant de qu'est-ce qui vont être les changements pour faciliter, on peut comment en venir tantôt, mais un peu les changements, comment qu'on gère le changement en entreprise pour les individus qui sont habitués peut-être de fonctionner d'une manière. Tu sais. Oui, absolument. Puis je veux juste te reprendre sur gros. Ça peut être gros si tu veux faire toute la hiérarchie d'un coup, tout ça, mais ça peut être très petit aussi. Là, je ne veux pas faire peur aux gens dans le sens où tu peux mettre, si vous voulez commencer à vous dire qu'on veut améliorer tranquillement les choses, mais on n'a pas de ressources, on ne peut pas aller faire un gros projet, mais mettez-vous 1 heure à l'agenda avec des membres clés de votre équipe. C'est l'heure gestion de processus d'affaires par semaine qu'on se donne. Puis vous commencez là où ça fait le plus mal. On n'a pas besoin de mapper toute la hiérarchie. On se dit, OK, c'est vraiment au niveau de la réquisition, du processus de réquisition que ça fait mal aujourd'hui, qu'on voit que on perd un paquet de temps. Ben, OK, on passe 1 heure là-dessus aujourd'hui, on voit où on peut se rendre. OK, à la fin d'1 heure, on a peut-être quelques actions à se donner. Il faut que telle demande, personne demande des accès de plus, il faut que telle autre personne parle à l'équipe des TI, peu importe. Là. Mais on se revoit la semaine prochaine, puis on continue à avancer sur ce processus-là. Puis, veut pas, à la fin de l'année, vous avez passé 52 heures sur de la modélisation de processus, puis vous êtes beaucoup plus avancé que vous l'étiez au début de l'année. Fait que ça, faut pas le voir non plus comme un immense... Attendre d'avoir du budget pour un immense projet. Là. On peut le faire bouchée par bouchée aussi. Oui, excellent point dans ce projet-là. Lorsqu'on parle en fait de tout type de projet, puis de célébrer aussi les petites victoires, là, on avait un intervenant qui parlait de ça, justement, d'être capable de, quand on parle surtout d'implantation de nouveaux logiciels qui vont amener des nouvelles pratiques, bien, de ne pas penser, mettons, on peut parler de mettre en place un nouveau ERP, de ne pas penser que demain, lorsqu'on fait le Go Live, qu'on doit s'attendre à avoir 100% des départements up and running puis qui sont super efficaces. Commencer petit, célébrer les victoires, puis aller de l'avant, créer du momentum. Ça facilite beaucoup le projet. Donc, comme tu l'expliques, même principe en début de parcours, lorsqu'on va aller mapper nos processus puis voir où est-ce qu'on peut s'améliorer. Absolument, absolument. Puis moi, je le vois souvent comme une boule de neige. Là, tu veux pas tu veux pas aller t'acheter un gros rocher puis créer une portée de projet qui est immense puis avoir à la pousser parce que ça va être pesant puis ça bougera pas vite. Mais si tu commences avec une petite boule de neige, avec des usagers clés qui sont bien motivés, puis là, on le pousse tranquillement. Puis là, finalement, on a une côte, ben, ça prend du momentum toute seule, justement, une fois que le processus est éprouvé, qu'on voit la valeur dans une petite partie de l'entreprise ou avec une catégorie donnée ou avec une usine, une unité d'affaires, puis on est capable
d'utiliser ce succès-là pour créer le momentum beaucoup plus facilement pour le reste de l'entreprise. Oui, vraiment super intéressant. Puis par rapport à ça, ça se dit pour ne pas faire peur à ceux qui écoutent. Puis en effet, on peut lire des fois la peur, soit dans les yeux des gens ou comment ils en parlent là, de ces changements-là, autant au niveau logiciel qu'au niveau des processus. C'est quoi les grands blocages que tu vois, l'optimisation du côté de l'approvisionnement? Est-ce que c'est un peu des fois la peur qui bloque les gens? Est-ce que c'est simplement des fois le manque de budget, ils pensent que c'est trop cher, le manque de vision? Ce serait quoi les grands facteurs qui sont liés à ça? Oui, mais ça vient, on en a touché sur quelques points, mais je pense que si tu prends la peur, c'est quoi? La peur, c'est un manque d'information, généralement. Puis c'est quoi un manque d'information? Ben, c'est un manque de formation ou d'éducation sur un sujet très précis. Puis, moi, je mettais le doigt dessus au début du podcast. J'ai dit, je trouve que ce qui manque dans nos équipes d'approvisionnement, c'est de la littératie technologique. Fait que c'est ce que je dirais. C'est que jusqu'à récemment, même moi, quand j'ai gradué 12-13 ans de l'université, il n'y a pas beaucoup de formation professionnelle dédiée aux approvisionnements au Canada. Maintenant, je sais que c'est des modules à l'intérieur de formation de gestion des opérations et de la logistique, par exemple, mais il n'y a pas beaucoup de programmes dédiés. Là, justement, je commence à enseigner au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu dans un cours d'outils approvisionnement parce que justement, j'étais bien excité puis je me suis dit, il faut que je fasse partie de ça parce qu'il y a une AEC en approvisionnement, justement, là, qui vient de commencer dans la dernière année. Félicitations. Merci. Mais tout ça pour dire, je suis trop excité là-dessus. C'est tout ça pour dire, allez, ces connaissances-là ne vous sont pas données dans votre parcours. Fait que les gens en appro sont très, très bons en appro, mais ils laissent un peu tout ce qui est système. Ils disent, les TI vont gérer ça. Mais les TI ne connaissent pas les appros. Fait que, là, on est ils nous ont acheté la mauvaise grosseur de souliers. On marche, puis ça fait mal aux pieds. On a des oignons. Là. Fait que, moi, je souscris à la doctrine de la responsabilisation extrême. Là. Fait que moi, je me dis, chose à pro, je ne connais pas les TI. OK, je vais prendre sur moi d'apprendre de plus en plus de façon continue sur la technologie qui dessert les appros, puis de venir combler ce vide-là pour qu'on soit capable de s'outiller, puis potentiellement de mieux être efficace avec la technologie, mais sans se fier et sans attendre les autres. Oui, d'être proactif, puis comme tu l'as dit, là, responsabilisation extrême, être accountable, puis prendre ce qui nous revient. Tu mentionnais au début, tu as travaillé pour une grosse boîte, là, IBM. Tu travailles aussi avec Pure Procurement, avec des moyennes et grandes entreprises. Si on ramène ça là, au Québec, on a beaucoup de PME. Crois-tu qu'il y a quelque chose que ces grandes entreprises-là que les PME pourraient s'inspirer des grandes entreprises, mais aussi même vice-versa. J'ai quelques points de relance déjà, on dirait que j'aimerais ramener, mais je aussi t'entendre là-dessus, étant dans le contexte en ce moment de travailler avec les deux types. Crois-tu qu'il y a de quoi qu'on peut aller chercher étant une PME vers les grandes entreprises? Oui, je pense que les principes que j'ai discutés jusqu'à présent sont valides pour toute entreprise. C'est la gestion par processus d'affaires, la gestion des données maîtresses, etc. La grosse différence, ça va être que le cas d'affaires pour les grandes entreprises, pour aller chercher des technologies, va être plus intéressant parce qu'il y a un plus gros volume de transactions, plus de gens déjà là. Fait que, il y a des économies d'efficacité ou des économies monétaires à faire qui sont peut-être plus intéressantes. Donc, je peux payer comme la Lamborghini au lieu de m'acheter la Honda Civic. Mais c'est le même processus, c'est la même pensée qui va derrière. Fait que absolument, inspirez-vous de comment les grandes entreprises le font, si elles le font bien, parce qu'elles ne le font pas toutes bien. Puis l'objectif, ça devrait être selon votre trajectoire de croissance. Si vous en avez une, vous êtes peut-être aussi une PME qui est très stable, vous êtes très content avec ça, vous ne voulez pas grossir, mais selon justement vos objectifs, c'est d'avoir une stratégie d'évolution numérique pour les approvisionnements qui ne vous créera pas des problèmes ou des dettes technologiques plus tard en prenant des décisions à court terme sur la grosseur de votre entreprise aujourd'hui ou le contexte de votre entreprise aujourd'hui uniquement. Fait que je pense que c'est ce que je donnerais comme feedback. Là, puis
Je pense toujours à comme un client qui a grossi énormément par acquisition, tout ça, puis il était rendu avec 18 ERP différents, puis c'était comme il était impossible de savoir combien il dépensait. Sauf à regarder comme on a quoi dans nos comptes de banque, qu'est-ce qu'on avait avant, la formule comptable. Mais de regarder sur quoi on dépense, avec qui, avoir un portrait consolidé, c'était impossible. Puis ça avait de l'air impossible à se rendre là parce qu'il fallait qu'on consolide 18 ERP. Tout le monde voyait ça comme une montagne, mais si il y avait déjà un roadmap, là, une stratégie d'évolution numérique, il aurait pu se poser la question, en avançant, en intégrant des nouvelles entreprises, comment est-ce qu'on bâtit ou on met en place une structure de système informatique qui nous permet d'évoluer puis de garder certaines choses de base comme un portrait global de nos dépenses possibles. Fait que c'est un peu comment je répondrais à ta question. Non, je comprends bien. C'est super intéressant. Puis j'étais curieux parce qu'on voit aussi dans les grandes entreprises parfois qu'on a un manque d'agilité. Puis c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de grosses boîtes qui vont acheter des plus petites boîtes pour être capables d'aller chercher un peu d'innovation plus rapidement sans avoir à le faire eux-mêmes d'une certaine manière, là, fait que par acquisition. Puis je me demandais, étant dans une région au Québec, il y a beaucoup de PME, beaucoup d'entreprises aussi dans l'industrie manufacturière qui sont en train de vivre des transformations numériques. Autant on parle des systèmes informatiques, on va parler d'aller automatiser leur chaîne de production, d'aller automatiser leurs différentes opérations. Donc, je trouve ça intéressant. Puis est-ce que tu sais, dans le sens au niveau de l'identification, on parle de ton exemple que tu as une entreprise qui était rendue avec 18 ERP. De ton côté, est-ce qu'ils ont juste vraiment trop grossi vite et n'ont pas été en mesure de prioriser ou est-ce que tu suggérais qu'ils auraient peut-être pu le faire avant, de penser à ça en avance? C'est où un peu la cause qui les a amenés jusque-là? Là? C'est d'y penser en post-mortem au lieu d'en avance, là, en proactivement, justement, parce que j'aurais pu dire, OK, nous autres, dans notre plan de croissance, on s'apprête à faire des acquisitions dans les 3, 4, 5 prochaines années. Oui, qui vont être potentiellement opportunistes, mais on s'enligne là-dessus d'un point de vue plan financier. Puis, on va faire des projections financières, puis on a une stratégie d'entreprise. C'est la même chose côté système d'approvisionnement juste à un autre niveau. Là, c'est de dire, OK, ça revient à ce qu'on disait de s'aligner sur des objectifs de l'entreprise. Si je sais que l'entreprise s'enligne pour ça dans les 4-5 prochaines années, je vais peut-être vouloir monter une petite équipe qui va être responsable de l'intégration de ces nouvelles compagnies-là sur notre plateforme actuelle lorsque on fait l'acquisition, justement, d'avoir vraiment un plan de projet puis un plan de déploiement d'une acquisition dans nos systèmes actuels. Mon architecture de système, elle va potentiellement être différente. Je ne vais peut-être pas vouloir tout mettre dans l'ERP, mais je vais vouloir garder le moins possible dans l'ERP parce que c'est ça qui prend le plus de temps à mettre une compagnie puis à déployer dedans. Puis je vais garder beaucoup de mes fonctions d'approvisionnement dans des systèmes SaaS à côté, par exemple. Il y a plusieurs considérations, justement, où tu peux prendre des décisions d'enlignement stratégique, là, de principes directeurs sur comment on va bâtir notre infrastructure numérique pour les approvisionnements, étant donné le contexte d'une compagnie qui va faire beaucoup d'acquisitions. Quand je te disais que ça demeure toujours intéressant là, au tout début de la conversation, c'est exactement ça. C'est moi j'adore avoir ce type de conversation-là avec des clients, puis de les aider à monter un plan en conséquence de où est-ce qu'ils s'en vont dans leur business, puis c'est quoi l'impact que ça a sur les appros, puis comment est-ce qu'on vient supporter ça avec une stratégie numérique qui a de l'allure. Parce que pour quelqu'un qui ne fera pas d'acquisition, la réponse est complètement différente. Oui, non, mais je pense que c'est quelque chose que j'avais en tête là, de discuter avec toi parce que je trouvais que tu avais le background parfait pour expliquer un peu ce que tu remarques et comment se parer à ça. Puis c'est beaucoup au niveau de la stratégie, puis comprendre où est-ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce que ça va nous prendre au cours de la route aussi. Puis est-ce que tu vois un peu ou entendu des histoires ou est-ce que ton expérience, tu as vu des entreprises qui n'allaient peut-être pas chercher des ressources nécessaires externes pour les épauler dans ces transformations-là, qui le faire à l'interne, le faire à l'externe, avoir quelqu'un qui vient les aider pour une période de temps. Est-ce que c'est, on le sait, de notre côté, moi je fais ça qu'on fait, en quelque sorte, on est comme un consultant d'une certaine manière, on voit plein de dossiers différents, qu'on est capable de mixer nos connaissances puis aider les clients à tour de rôle. Est-ce que tu crois que c'est une lacune à travers l'industrie de peut-être le faire nous-mêmes ou les gens sont bons pour trouver de l'aide?
Ça dépend des cultures d'entreprise. Moi, c'est sûr que c'est mon modèle d'affaires, fait que je suis biaisé dans la réponse. Là, où, je pense que d'aller chercher de l'aide à l'externe, il y a moyen de le faire à toutes les échelles de prix, là, d'aller voir les grandes firmes, les Deloitte, les Accenture, les IBM de ce monde, puis de payer le prix qui va avec côté. Tu vas payer pour le brand aussi jusqu'à un certain point, mais il y a la possibilité d'aller chercher des gens individuels aussi, comme moi et mon modèle, là, où c'est vraiment plus ciblé, puis le prix est ajusté en conséquence. Parce que j'ai pas toute la structure à maintenir non plus d'une grande firme. Ou, comme tu dis, de venir chercher l'expertise de l'éditeur de solutions de qui on achète aussi. Mais c'est sûr que il n'y a pas de recette magique dans le sens où quand on regarde les pourcentages de projets de transformation global, pas juste pour les appros, mais qui arrivent à atteindre leurs objectifs initiaux, on est dans les 20 encore. Là, après 20 ans, là, ça demeure à 20 puis 80 des projets qui ne réussissent pas à rencontrer leurs objectifs initiaux. Fait que moi, ce que je dirais à ça, c'est oui, aller chercher de l'aide à l'externe le plus possible selon votre situation, qu'est-ce que vous pouvez vous permettre comme budget. Puis l'autre point, c'est que vous fassiez ça ou non, commencez plus petit en termes de portée que vous pensez que vous pourriez. Parce que ce qui nous permet de rejoindre nos objectifs dans ce genre de projet-là, c'est l'adoption de la solution puis des processus d'affaires par les gens duquel on attend ces économies-là ou ces efficacités-là. Puis si l'adoption n'est pas au rendez-vous, ben on ne rencontre pas nos objectifs. Puis on surestime notre capacité d'adoption de changement au niveau organisationnel. Les gens, généralement, leur horaire est plein aujourd'hui même. Il n'y a personne qui se tourne les pouces, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, comme tu le mentionnais plus tôt. Là. Fait que c'est vraiment de se dire, OK, c'est quoi la plus petite portée qu'on peut mettre en place qui fait du sens? Faisons une petite mise pour commencer. Prouvons le concept, prouvons que la valeur est là, puis que c'est facile à adopter. Puis si on a besoin de faire des ajustements, inévitablement, il va y en avoir. On les fait. Puis après, on pousse le reste de nos chips sur la table, puis on va all-in à ce moment-là quand on sait qu'on a la main gagnante. Là, pour ne pas se retrouver dans une situation de bluff pour continuer mon analogie de poker, puis perdre tous nos chips sur quelque chose qu'on va devoir recommencer plus tard. Oui. Super, ça m'éclaircit beaucoup, puis je pense que ça va éclaircir aussi beaucoup d'auditeurs. Peut-être pour rapidement, là, juste avant de conclure, qu'est-ce que, selon toi, les entreprises devraient faire qui ne font pas assez? Puis qu'est-ce que les entreprises, plus d'entreprises, mais pour être plus précis, les départements d'appro, lorsqu'on fait une transition numérique, font pas assez, ils devraient faire plus, puis qu'est-ce qu'à l'inverse, mettre l'emphase, mais devraient faire moins, selon toi? Ouais. Je dirais qu'on met probablement trop d'importance sur les outils. C'est drôle à dire dans un déploiement technologique, mais l'outil, une fois qu'il est choisi, vous avez fait votre due diligence, vous avez choisi l'outil, on met moins d'importance sur l'outil comme tel, puis on ne met pas assez d'importance sur, puis là, vous l'aurez deviné avec ce que je parle depuis le début de la conversation, mais sur la gestion des processus d'affaires, puis la gestion du changement aussi. Fait que, une fois qu'on a mis, par exemple, on va revenir à notre exemple de requérant. Si je mets un formulaire web en place avec 5 questions quand on achète tel type de commodité, ben, je vais quand même vouloir faire un minimum de formation là-dessus, même si pour moi, c'est évident comment l'utiliser. Mais moi, je suis quelqu'un d'appro, je suis quelqu'un de TI, un analyste d'affaires. On vient de designer la solution, on la comprend, mais pour nos requérants, ben, pourquoi j'ai besoin de répondre à cette question-là? Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là? Tout ça. Puis, même si c'est 5 questions, c'est facile, ben, ça va être facile une fois que tu lui as communiqué comment l'utiliser. Puis ensuite, de faire des suivis aussi. Moi, j'utilise souvent le concept d'heures de bureau, là, comme à l'université avec les profs, là, où tu dis, OK, ben, je vais créer des heures de bureau à pro pour des requérants que ça aurait accroché ou ils veulent un statut sur X ou tout ça. Puis on voit les petites bibites qui remontent dans ce genre d'exercice qui, autrement, aurait été gardé sous silence parce que personne ne tout le monde est gêné, personne ne veut poser sa question, personne ne veut te déranger, etc. Fait que je mettrais beaucoup plus d'emphase sur justement les mécanismes de gestion de changement, de communication, de processus d'affaires que sur l'outil. Oui, l'outil est important, mais comme un seuil minimal, une fois que tu l'as atteint, comme c'est correct. Le reste de l'énergie, s'assurer que
qu'on le met sur s'assurer que nos gens adoptent la solution. Excellent point. Puis ça revient à l'idée de dire que même si on a le meilleur système en place, si personne n'utilise, on n'est pas avancé. Écoute, Joël, c'est hyper intéressant de discuter avec toi. Tu as des connaissances à plus finir, honnêtement. Pour conclure un peu, des petites questions plus par rapport à toi, qu'est-ce qui s'en vient? Pour toi, personnellement, peut-être, tu vas en parler, quoi que tu disais, tu t'en vas donner chargé de cours, en fait, au cégep. Fait que super. Ouais. Mais, fait que c'est un des points, mais pour Peer Procurement aussi, je te laisse nous partager. Oui, il y a 3 choses. Là. La première que tu mentionnes, venez prendre la AEC au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu si ça vous intéresse, puis vous voulez approfondir vos connaissances en appro ou vous réorienter. Mais plus personnellement, moi, je suis un peu où je veux être, là, point de vue firme. Fait que, c'est vraiment mon blog que tu as mentionné plus tôt. Là, j'essaie de sortir des articles en continu sur justement les approvisionnements, la technologie pour supporter les approvisionnements, le genre de concept qu'on a discuté pendant l'entrevue. Donc, si c'est des sujets qui ont résonné avec vous, venez vous abonner à mon blog, là, c'est pureprocurement.substack.com. Je suis sûr que ça va pouvoir fournir un lien. On va lister ça dans la description, là, assurément. C'est bon. Puis sinon, comme tu l'as mentionné aussi, je suis sur LinkedIn de façon assez intensive. Là, fait que c'est juste de converser là-dessus. Si vous avez des questions pointues sur votre contexte, ça me fait toujours plaisir aussi. Là. Donc, c'est les deux places où me rejoindre, là, sur LinkedIn ou sur mon blog. Puis, c'est ça, je continue à essayer de sortir du contenu qui est intéressant, qui aide à la formation continue en littératie technologique pour les appros. Fait que, c'est hyper niche. Puis potentiellement des événements en personne éventuellement aussi, là, mais c'est une chose à la fois. On va faire le cours une première fois, là, puis on va voir pour la suite. C'est super intéressant. Puis j'ai un petit point aussi. J'ai lu très récemment que plus jeune, tu avais comme vision d'être sur une scène juste pour rire, humoriste. Ah oui. As-tu une dad joke pour nous, une joke de papa qui vient en tête? Ah mon Dieu, elle est en anglais, puis je l'adore. Là. Je ne l'ai même pas préparé. Là. Tu me fais drôle, tu me fais rire avec ça, là, mais c'est quand j'ai juste hâte de le faire à mes enfants. Là. Ils ont 2 et 4 ans, là, mais à un certain point dans leur vie, je veux leur envoyer une photo de moi qui est dans un champ, puis là, juste leur dire « I'm outstanding in my field ». C'est excellent. Ouais. Mais non, je trouvais ça très, très bon, en fait, puis c'est très, très récent, là. Mais en gros, je te remercie. As-tu quelque chose que tu aimerais ajouter ou quoi que ce soit de plus pour. Je te dirais que, comme mot de la fin, c'est vraiment, je reviendrai à juste un des messages clés, c'est de dire si vous pensez que vous avez des gros changements requis dans votre entreprise, commencez plus petit que votre ambition, faites une petite mise, confirmez votre preuve de concept, puis ensuite passez en mode all-in, ensuite allez faire le gros déploiement parce que ça minimise beaucoup le risque, puis ça vient confirmer que vous allez réaliser la valeur que vous espérez en faisant votre initiative d'amélioration. Parfait, c'est un très bon résumé du tout. Fait que merci beaucoup, Joël. Merci à tous et à la prochaine. Merci, Kevin.